Donc moi, c'est Étienne, je suis également de l'équipe CocoShaker sur le lien avec les porteurs de projets, l'identification des porteurs de projets qui se lancent sur des projets à impact social environnemental sur toute l'Auvergne. Donc mon rôle est de vous aider à trouver où est le bon endroit où aller, peut-être un bon contact, une mise en relation, et aussi, pourquoi pas, vous rediriger vers les parcours d'accompagnement qu'on propose aux porteurs et porteuses en Auvergne. Donc voilà, et mon rôle aujourd'hui, ça va être aussi de faire rebondir les choses, alimenter en question Damien pour qu'il puisse nous partager un maximum de son expérience, qu'on puisse en tirer le maximum. Et si Voilà. tu veux revenir sur le concept des conférences inspirantes, rapidement pour... Tout à fait. Et le concept des conférences inspirantes, c'est de faire intervenir un entrepreneur et une entrepreneuse du territoire sur son expérience, son expertise, euh, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, mais aussi avec un axe thématique sur du coup un petit peu sa spécificité, son expertise, comme je disais, et qu'on puisse creuser à travers un sujet aussi. Voilà. Eh Merci. bien, Pour des gens si, qui arrivent, mais vas-y, lance. non, non, mais si on peut se lancer et puis ils nous rejoindront et ils pourront prendre aussi la suite en cours. Donc, merci déjà à Damien pour sa présence, pour sa disponibilité. Et du coup, peut-être si tu veux commencer par faire un petit tour, de nous raconter d'où tu viens et quel est ton parcours, Damien, qu'on puisse Bien commencer sûr. comme ça. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis donc Damien Folkouska. J'étais un ancien promu de Coco Shaker, donc la troisième promotion. Donc ça remonte un petit peu, ça remonte en 2018. J'ai un projet qui s'appelle, j'ai même plusieurs projets, mais un projet qui s'appelle donc, Monsieur Damien, qui fait de la médiation par le jeu. Pour résumer, je suis pas du tout originaire du monde du jeu. Allez, avant, je tenais des garages, des centres auto. Je travaillais même pour Michelin. J'avais deux centres auto, j'avais une quarantaine de personnes sur deux sites différents. Et je faisais juste du jeu de société pour le loisir. J'en ai eu un petit peu marre de l'automobile et de la vente de l'automobile. Les perspectives d'évolution n'étaient pas trop bonnes, surtout avec ce qui allait se passer pour l'environnement, les voitures électriques. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais changer, je vais faire quelque chose qui me plaît. Et donc j'ai tout arrêté pour lancer le projet. Et comme j'étais passionné de jeux de société, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc en cherchant un petit peu, je faisais déjà ça pour mon travail. En fin de compte, je faisais déjà des ateliers de team building où je faisais aussi de la formation avec des jeux. Et je me suis dit, autant l'appliquer dans la vie de tous les jours et on voit quel est le besoin, dans quel endroit on peut faire jouer les gens pour obtenir un bénéfice. Et donc, j'en ai convenu de faire de la médiation par le jeu. C'est pour ça après que j'ai intégré donc Coco Shaker, donc c'était en 2018, avec ce projet-là. Donc j'avais déjà arrêté mon activité, donc j'étais au chômage et j'ai directement commencé à faire ce projet-là. En parallèle de l'incubation, j'ai pas attendu que l'incubation se termine pour lancer le projet. J'ai fait l'incubation et j'ai directement commencé à chercher des prospects, à commencer à voir qu'est-ce qui pouvait marcher, à contacter des écoles, parce que moi je voulais faire des jeux dans les écoles par exemple, ou des jeux avec les personnes seniors. Donc c'était ma première cible. Et j'ai directement contacté des résidents seniors, des établissements scolaires pour savoir si ils étaient intéressés et est-ce que je pouvais tester chez eux directement. Mon concept, c'était utiliser des jeux de société pour aider soit les enfants ou soit pour aider les personnes âgées. Et en même temps que ça, j'ai fait j'ai fait donc l'incubation Coco Shaker. En, pour, pour mon modèle un peu économique, en gros, c'est que je me suis dit, je vais tester des jeux, je vais prendre des jeux comme des outils pour aider les enfants, mettons, qui ont des troubles à aller mieux, pour aider pour maintenir l'autonomie des seniors. Et ces jeux-là, donc je vais faire tester un maximum de personnes possibles, et c'est des gens qui ne jouent jamais. Donc en même temps, j'ai contacté moi les créateurs de jeux, les éditeurs de jeux. Alors, pour expliquer un jeu de société, c'est un auteur de jeu qui va avoir une idée, il va proposer à un éditeur qui va le concevoir, du point de vue physique, donc les visuels, la boîte, tout. Et après, il va le proposer à un distributeur, donc une sorte de grossiste de jeu. Les grossistes, après, le distributeur va le diffuser, donc il va le distribuer dans différents commerces, donc aussi bien des commerces de spécialisés que dans des grandes surfaces spécialisées comme la Fnac, Cultura ou des choses comme ça. Donc moi, j'ai directement contacté ces personnes-là pour leur dire, bah,
J'ai devant moi un éventail de testeurs qui sont neutres parce qu'ils ne jouent jamais. Donc, donnez-moi vos jeux qui sont en devenir et je vais les tester. Je vous ferai des retours avec des tests de jeux. Donc, c'était ça mon modèle économique, c'était d'être payé par les éditeurs, distributeurs de jeux société pour tester des jeux et après moi pouvoir utiliser ces jeux-là dans mes ateliers pour pouvoir aider les gens. Ce que j'ai fait avec Coco Shaker. En gros, tout s'est bien déroulé, on va dire, parce que j'ai commencé à tester ça avec un partenaire qui s'appelle BlackRock Games, qui est un distributeur de jeux société qui se trouve à Clermont-Ferrand. Donc ça aide bien d'avoir un des plus gros du domaine dans la région. Donc j'ai pu les contacter et on a pu directement travailler ensemble. Et j'ai pu directement mettre aussi en application mes ateliers à Vichy. Donc moi, je suis basé à Vichy maintenant. Et tout ça en même temps que j'étais encore incubé. Très bien. Dans l'utilisation de jeu, j'avais tellement d'idées différentes et tellement de domaines possibles que j'ai voulu un peu tout tester. Donc, j'ai testé mes ateliers pour l'éducation, pour aider les seniors. Je voulais faire aussi l'utilisation des jeux pour faire la mise en valeur du patrimoine. Donc, en gros, dans des jeux géants ou la déformation de jeux qui est actuelle pour faire connaître le territoire, pour faire bouger les gens. Et en plus de ça, je voulais aussi contacter le corps médical pour faire vraiment une sorte d'art-thérapie, de ludothérapie. Donc l'aspect vraiment thérapeutique et vraiment aider avec le personnel soignant, aider les personnels soignants à utiliser des jeux pour que pour que les patients utilisent des jeux pour aller mieux. Donc j'avais tous ces projets en même temps. Donc, ça faisait beaucoup de choses. Et donc, grâce à l'incubation, j'ai scindé mes activités en deux. En même temps, mon activité, tout ce qui était conseil et thérapie et aide avec le corps médical. On a créé une association pour ça, l'association qui s'appelle Annabelle. C'est l'Association nationale des acteurs du bien-être ludique. Donc là, je me suis approché de d'autres personnes qui sont pas dans le territoire, mais qui sont en Bretagne, qui sont en Alsace, sur Paris, où on rencontre pour trouver des gens qui faisaient un peu comme moi, donc utiliser des jeux en tant que thérapie ou pour aller mieux. J'ai toujours, en gros, toujours été sur tous les domaines au même moment et je me suis dit, voilà, si jamais un domaine ne marche pas, bah, je continuerai sur un autre. J'ai eu de la chance où je suis tombé pile au bon moment parce qu'en fin de compte, tous les domaines ont fonctionné. Et donc pour l'instant, donc là on est en 2023 et tout fonctionne encore. Donc dans l'évolution, après Coca Shaker, dans l'évolution maintenant, pour la partie thérapeutique, donc ça marche toujours, on a toujours l'association. Moi, au point de vue local, on a peut-être 2 ans ou même 3 ans qu'on a créé des protocoles médicaux avec l'hôpital, avec la cellule pédopsychiatrique de Vichy et même de Clermont-Ferrand, aussi pour l'utilisation de jeux, donc 2 sols possibles. Là, on fait de la remédiation familiale, donc avec les cellules pédopsychiatriques, on observe le comportement des familles autour du jeu de société. Donc, grâce à cette observation par le corps médical, on peut analyser un peu les comportements on peut analyser les comportements et le corps médical peut avoir des solutions après à apporter aux patients et aux familles. Donc ça, c'est une première partie sur le point de vue Annabelle. Le point de vue, après, qui était vraiment parallèle, c'était l'activité de Monsieur Damien et l'activité avec BlackRock Games. J'ai eu une transformation de mon statut, parce que j'étais freelance pour eux. Je suis passé, BlackRock Games s'est fait racheter par le groupe Hachette et après, on m'a proposé un poste en tant que salarié, mais en étant 100% libre, donc pour mettre mes activités en priorité. Donc, c'est un peu le rêve de tout entrepreneur d'avoir une sécurité d'emploi directement, être très libre de ce qu'on fait et donc de dire sans avoir la pression de trouver des clients parce que de base, je savais que j'allais avoir un salaire en gros tous les mois et j'ai pu comme ça mener à bien mes recherches sur les jeux et aussi faire encore les ateliers pédagogiques. Pour la partie recherche, j'ai même développé cette partie-là parce que je partais donc après, comme j'avais des testeurs, je partais même à l'étranger, même encore maintenant, je pars à l'étranger pour trouver des jeux, pour les faire tester dans mes ateliers et après pour les faire une fois validés dans mes ateliers, les jeux seront distribués en France. Et donc là, en 2019, j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Skyjo. Donc là, le jeu, c'est un jeu de cartes maintenant qui est le jeu le plus vendu en France. Il y a plus d'1 million d'exemplaires par an qui sont vendus. J'ai trouvé l'année d'après le jeu Micro Macro, c'est un jeu qui a gagné le prix de l'As d'Or, donc un peu l'Oscar du meilleur jeu et le César du meilleur jeu. Et pareil, c'est une des plus grosses ventes au niveau français aussi. Donc j'ai pu me faire une renommée un peu même au niveau international, parce qu'automatiquement, je trouvais des jeux qui étaient assez célèbres en France. Donc ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes pour le reste. Et en parallèle de ça, j'ai continué mes activités dans les écoles. Et maintenant, nous sommes toujours sur le bassin de Vichy et Clermont-Ferrand et je suis avec 4 personnes qui animent dans les classes. Donc, moi, je m'occupe principalement des maternelles.
On a des personnes qui s'occupent des animateurs qui sont en primaire, d'autres aussi au collège. Et donc là, je travaille au sein du PRE, le programme de réussite éducative. On va compte, on a les enfants qui sont un peu en détresse sociale, qui sont sélectionnés par le corps enseignant et qui sont dans zone prioritaire. Et moi, par le jeu, même les animateurs par le jeu, on essaie de les aider donc, en fonction de leurs problématiques. Donc, par exemple, moi, pour les petits, c'est vraiment le comportement, donc c'est l'acquisition des compétences psychosociales avec le jeu. Donc, les enfants qui ont un peu de violence, qui ont du mal à se calmer ou à se concentrer, ben voilà. Le but, c'est d'utiliser un peu le jeu pour pouvoir les aider. Et dernière partie, c'est sur la mise en valeur du patrimoine où j'ai continué aussi. Et maintenant, on est en proposant des jeux pour soit du patrimoine immatériel, ce sont des légendes, par exemple sur la légende du Bourbonnais, en proposant des jeux pour mettre en valeur certains types de territoires, certaines régions. Et aussi, des fois, faire créer des jeux pour mettre en valeur des choses complètement différentes, comme le compostage partagé, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est partie de la gamification. Comment créer des jeux sur un sujet un peu particulier pour se passer un message. Donc là, j'ai eu pas mal de, on a eu de nombreux contrats avec ce type-là aussi. Et maintenant, j'ai une dernière volet que j'arrête ma présentation sur la partie internationale. Donc, maintenant, au niveau j'ai fait des jeux pour des grandes villes, en gros pour la ville de Cannes, donc pour parler des festivals de Cannes. J'ai fait un jeu aussi pour le Hellfest ensuite, c'est le plus grand festival du métal avec du monde, avec 400 000 personnes. Et donc là maintenant, on a développé un jeu pour mettre en valeur certaines régions une sorte de jeu de piste qui met en valeur le patrimoine. Et cette année, donc là, je travaille avec la ville de Montréal, avec le festival Juste pour Rire, pour faire ça dans la ville de Montréal. Donc c'est sur un projet qui est sur 3 ans. Donc on commence cette année pour une toute petite zone et le but c'est d'avoir des installations permanentes pour la ville de Montréal. Je fais pareil aussi en novembre pour les îles Féroé. Donc, le gouvernement des îles Féroé veut un jeu aussi pour animer leur croisière, pour animer leur croisière, pour faire venir du monde. Donc, pourquoi pas faire un jeu. Et pareil aussi pour la ville de Lucca en Italie aussi, pareil pour mettre en valeur leur architecture. Donc, un jeu aussi. Donc en partant de Vichy, en fin de compte, donc, maintenant, ça commence à devenir un peu partout dans le monde. Et un dernier aspect que j'ai oublié aussi, en 2019, on a créé aussi des ateliers en Inde avec l'Alliance française. Donc, à savoir qu'à Vichy, il y a le Cavilam. Le Cavilam, c'est le centre pour apprendre le français en langue étrangère. Et grâce à ça, j'ai pu partir en Inde et on a ouvert des sessions de cours de français langue étrangère par le jeu. Donc, j'ai formé des équipes de professeurs qui étaient sur place, donc à Mumbai et à Pondichéry. Et donc, on a créé d'ateliers en fonction du niveau de langue française avec des jeux de société. Et donc là, je retourne là-bas en novembre aussi pour ouvrir une nouvelle session normalement. Normalement, ce sera dans un autre coin de monde. Donc, c'est en cours. Voilà à peu près pour le résumé. Donc, c'est assez varié, c'est assez varié, c'est assez soutenu. Et voilà. Tout ça à base de jeux tout le temps. Merci beaucoup, Damien. En tout cas, c'est impressionnant de voir aussi en quelques années à quel point tu as pu aussi un peu développer plein d'aspects et parcourir le monde à travers le jeu. Donc, c'est super inspirant. Je vois qu'il y avait Isabelle qui posait une question sur le fait, est-ce qu'il y avait enfin, c'était des jeux pour la formation professionnelle également, ou notamment sur le dernier exemple, je crois, ou On c'était va pas moi, les jeux, on va compte que non, le but, c'était vraiment d'utiliser des jeux qui sont vraiment dans le commerce. Pour dire que, avant, dans mes recherches, c'était que les jeux, en gros, les serious games ou les jeux pour les professionnels, étaient des jeux hors de prix. Et il n'y avait aucune raison que ce soit acheter un jeu de cartes à 70 euros ou un jeu de cartes, un jeu de plateau à ce prix-là, c'était pas possible, même si c'est des établissements professionnels. Donc, le but, c'est d'utiliser des jeux qui sont dans le commerce. Vraiment. Et comment utiliser ces jeux-là, comment les déformer pour pouvoir après faire une fonction après pratique dont on a besoin. OK. Bah, merci beaucoup. Je vois qu'il y a Isabelle aussi qui réagit en disant que le jeu est à la base des apprentissages. J'imagine que c'est sûrement une phrase qui peut expliquer aussi pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans, un constat que tu as dû faire aussi. Oui, parce que moi je l'utilisais déjà, alors, pas forcément au début, c'était massif, c'était vraiment les adultes, parce que je le faisais moi en formation, dans mon ancienne expérience professionnelle, je formais les gens, donc je formais les futurs directeurs de centre, et je leur faisais des jeux pour qu'ils soient formés. Donc des challenges, des jeux, à l'époque, il n'y avait pas trop encore d'escape game ou choses comme ça, de jeux de piste. Et je leur faisais ça, moi, pour découvrir le fonctionnement du lieu et des process. Donc je le faisais déjà par le jeu. Et je me suis dit, bah, en fin de compte, même tout petit, tout le monde, en gros, l'éducation, l'apprentissage par le jeu, c'est vraiment essentiel.
Je rappelle du coup pour toutes les personnes qui sont présentes, merci d'être là et n'hésitez pas à soit lever la main, soit poser une question dans le chat. C'est vraiment l'idée de vous faire participer un maximum aussi et poser à Damien un maximum de questions. J'ai vu une Euh, question là, sur la formation professionnelle. Alors moi, j'ai une licence de management, donc ça n'a absolument rien à voir avec le jeu. Euh, voilà ce que j'ai comme formation. Après c'était plus, après, je me suis formé justement sur l'acquisition des CPS, donc des compétences psychosociales, pour vraiment être formé au niveau avec les enfants. ok. Donc, tu as un peu aussi construit au fur et à mesure ton parcours à toi en parallèle de ton activité pour développer des compétences et une expertise sur le sujet. Exactement, en gros, c'est un peu, un peu mon mantra, c'est toujours dire oui aux propositions et toujours dire ok, pas de souci, on va le faire, et après trouver comment faire. Donc même sur les choses où je n'étais pas formé, j'ai dit oui, ok. Bah, typiquement pour le compostage partagé, ben, je me suis formé avec un maître composteur pendant 3 semaines. Et j'ai appris, j'ai pu passer mon diplôme de maître composteur pour voir Mm. exactement, pour bien comprendre comment ça fonctionnait, pour pouvoir être au cœur du métier. Ok. Et ça m'amène du coup à une question que je me posais. Que- qu'est-ce que ça te demande un peu au quotidien de pouvoir jongler avec ces différentes activités? Comment tu t'organises en fait? Parce que Alors je ne même dors moi, c'est jamais. une question que ça me... Voilà, je dors très déjà. Je sais que c'est pas un avantage ou un inconvénient, c'est que je dors très peu. Et mais ma compagne est aussi donc est aussi a beaucoup de casquettes aussi dans son métier, donc on travaille beaucoup, on va dire. Là, le niveau volume horaire, c'est vraiment très important. Et c'est un peu l'inconvénient quand on est dans une passion, c'est qu'on n'arrive pas trop à jauger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Là, typiquement, je joue à un jeu. Est-ce que je travaille ou est-ce que c'est pour du plaisir? Alors ça, c'est un peu particulier. Mais après l'organisation, j'ai la chance alors, j'arrive à avoir un planning qui est assez fixe et j'arrive à me dégager mes mercredis après-midi pour être avec ma fille et même quasiment tous mes week-ends aussi. Donc j'arrive à travailler en gros volume horaire dans la semaine. Et maintenant, j'ai des animateurs qui travaillent le week-end aussi sur certaines animations. Euh, Comme je travaille avec différents pays, je travaille aussi souvent le soir, parce que j'ai tendance, typiquement avec Montréal, avec le Canada, avec le décalage, c'est assez, je peux travailler en nocturne, ça ne me dérange pas. Et j'ai, dans l'ensemble maintenant, par exemple, de mon activité de recherche de jeux pour le groupe Hachette, là, j'ai une équipe, on est 6. J'ai une équipe à 6, donc aussi on arrive à être modulaire aussi, et j'arrive à jongler avec mon équipe pour que quand moi je suis absent, je suis sur d'autres ateliers, mon équipe est quand même là. Donc maintenant c'est ça. Il y a tellement de choses que en gros, j'ai deux équipes différentes, une équipe pour M. Damien, une équipe pour la recherche de jeux. Ok. Et du coup, euh, est-ce que tu as des petits conseils un peu précis, des trucs pratico-pratiques dans l'organisation que tu pourrais conseiller L'organisation, à des alors, entrepreneurs et entrepreneuses? alors moi, l'organisation, c'est que, alors déjà, c'est le traitement des mails, je le fais vraiment, c'est peut-être un peu dommage pour certains, c'est un peu embêtant, mais voilà. Typiquement, je sais que ça, c'est des choses qui sont chronophages, et moi, je sélectionne par les choses chronophages, donc ça, je le fais une seule fois dans la journée, ou voire le soir ou le matin, et après, j'arrête complètement. Parce qu'à un moment, on est toujours parasité sur ce qu'on fait. Et comme là, de jongler sur plusieurs casquettes en même temps, et souvent, des fois, avec plusieurs pays, eh ben, c'est pas forcément évident, donc c'est vraiment de compartimenter un peu, vraiment faire des compartiments sur le temps pour dire, bah, je me réserve des créneaux très, très courts, en général, c'est une quarantaine de minutes, sur une tâche fixe, ou tout le reste, après j'avance, je rallume mon téléphone, je recommence, pour aller être assez efficace. Et après, les traitements de suivi de projet, c'est comme avec des outils informatiques, hein, typiquement avec un Trello, voilà, pour pouvoir gérer un peu tous les projets en même temps, pour pouvoir communiquer à distance avec Teams ou avec des outils comme ça, pour pouvoir après voir un peu où on en est et sur tous les projets. Top. Je vois qu'il y avait deux personnes qui ont me posé des questions dans le chat, mais je les invite peut-être à prendre la parole. Est-ce que Isabelle, par exemple, tu veux poser ta question de vive voix à Damien? Oui. Hop. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez des jeux adaptés aux divers handicaps pour les gens qui sont aveugles, Oui, qui sont sourds, pour qu'ils bah, soient... surtout pour le handicap, justement, pour les gens aveugles, oui, parce que en même temps, je n'ai pas encore développé. C'était aussi une partie aussi de ce qu'on fait aussi, mais surtout avec l'association, on a deux types d'ateliers. L'atelier pour les personnes qui sont non-voyantes, et ce sont vraiment des jeux de société, que je considère modernes, qui sont adaptés pour les non-voyants, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés soit avec des reliefs, soit avec des perçages sur les postes. Et justement, on fait des ateliers comme ça s'appelle Dans le noir, où on convie les gens à jouer dans le noir. Généralement, c'est animé par des personnes non-voyantes. Et après, on rallume la lumière, on leur explique un petit peu ce qui s'est passé. Et tout le monde peut jouer aussi bien les voyants que les non-voyants. Et on fait aussi ça pour le handicap sonore aussi avec l'association qui est Chloé, qui est à Cournon aussi. Et pareil, des ateliers aussi avec les personnes qui sont sourdes et muettes. Donc, avec des bouchons, les joueurs ont des bouchons et des casques. Et on essaie de comment faire des jeux de communication sans en parler.
Merci. Mon Étienne, micro est coupé, pardon. Désolé. Du coup, il faut réactiver le micro. Je crois qu'il y avait également Pascaline qui avait des questions. Donc, Oui, Pascaline, n'hésite pas à prendre. alors bonjour et Bonjour. déjà bravo, enfin c'est un parcours vraiment très inspirant, c'est ça fait rêver. Merci. Euh, oui, j'avais deux petites questions comme ça au sujet de l'association Annabelle, ça s'écrit bien Anabel C'est ça. et du coup je voulais savoir s'il y avait des salariés et Non, il y si a. vous étiez le Non. président, comment Donc, ça c'est ça, fonctionne. je suis le président, il n'y a pas de salarié. Il y a des membres. Après, on n'est pas très nombreux parce qu'on ne développe pas forcément et on est plus dans le camp. Il y a une trentaine de membres dans l'association qui sont D'accord. répartis dans toute la France et moi, j'en suis le président. La secrétaire et présidente s'appelle Doria Rostand et elle est installée à Dinan. D'accord. Et sinon, l'autre question, c'était, j'ai cru voir passer ça il y a quelques mois, c'était une appli d'escape game que vous auriez sortie, Aussi, oui, je ouais, crois. Ouais. oui, c'était pour le. Alors, parce qu'il y a deux applis différentes. Là, donc là, on a une appli qui s'appelle pour la Palisse. Donc, en fait, c'était pour mettre en valeur le territoire de la Palisse. Et donc, une application qui est gratuite, et on raconte qui met là pour l'instant en relief bien en évidence 5 communes du pays de la Palisse. Et à terme, il y aura 3 applications avec 3 jeux différents pour toutes les communes du pays. Et, donc là, une application qui est gratuite et c'est plus un grand jeu piste qui en a pour 40 km, donc il faut prendre Waouh. un bon vélo ou une voiture parce que, voilà, pour pouvoir faire tout le parcours. Ok. Et comment vous avez financé ce projet? C'est la région, par Et exemple, le alors là, pour ce projet-là, département? en gros, j'ai répondu à un appel de projet qui était D'accord. de la Comcom et c'était fait avec des fonds leaders. Donc pour ce Ok. projet-là, moi, je suis le créateur du jeu. J'ai fait appel à une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est jeu de réalité augmentée, jeu de piste. Ouais. Je connais qui est basé sur Bruxelles, mais qui est basé sur Liège et qui a fait le jeu. C'est eux qui font par exemple un jeu d'escape game pour la Tour Eiffel et pour le musée de Versailles. Donc j'ai travaillé avec eux. Et après Comment j'ai il fait appel à s'appelle? des comédiens. Il s'appelle. Attendez, je vais retrouver parce que je les appelle par leur prénom à chaque fois. C'est N-Zone. End comme la fin en anglais? La lettre Ah, N ok. et Zone. Voilà. Et après j'ai travaillé avec des comédiens pour faire les doublages et une illustratrice pour faire les visuels. C'était un gros projet. Ouais. Ah bah oui, j'imagine. Et est-ce que vous avez le droit de communiquer le montant d'un tel projet ou c'est secret? Alors, je sais pas, comme c'est un appel d'offres. Ouais. Bon, enfin, Euh, je veux pas vous mettre dans l'embarras, hein, c'était au cas où. Après, c'est des projets là, le projet à long terme, là, on n'a fait qu'un tiers du projet pour l'instant, donc on verra le coût total en plus, mais le projet total sur les 3 jeux, il y en a pour plus de 100 000 euros, je pense. Ouais. Ok. Top. Merci beaucoup, Pascaline, pour ta question. Moi, ça m'amène à une autre question, enfin deux, mais du coup, on a un peu commencé à aborder les questions de modèle économique, les questions de territoire. Je vois enfin, il y a pas mal de gens de l'Allier qui sont parmi nous ce midi. Tu as donné déjà quelques exemples, ton implantation sur Vichy, là, le projet avec la Palisse. Est-ce que tu as un rapport particulier au territoire? Est-ce que dans ton activité entrepreneuriale, le territoire a un impact en tant que tel, ou est-ce que tu as Oui, d'autres projets que tu as pu développer sur le territoire? en fin de compte, je me suis dit, bah, pour que ça marche bien, faut que en gros, si mon projet est réussi, c'est que j'aurai plus de travail. Voilà. C'est le principe de dire, je vais faire jouer tout le monde le plus possible et qu'il y ait du jeu partout. Et vraiment partout, partout. Et donc, je dis, plus les gens feront ça, moins je pourrai travailler. Et c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je le vois. Et donc, sur Vichy, ça fait 5 ans que je suis implanté ici et je pense qu'être bien implanté localement, surtout que je travaille avec les collectivités, avec tout le milieu éducation aussi, tous les milieux de la jeunesse, le milieu du sport et avec tous les milieux de Vichy, je pense, même pour les entreprises. Et donc là, maintenant, je sais qu'il y a eu un impact assez fort. C'est pas que de moi, bien sûr, parce que c'est pile poil l'heure du temps, les jeux de société, maintenant c'est dans l'heure du temps. Il y a eu le Covid aussi le confinement qui a permis de pouvoir de faire connaître le jeu de société. Et maintenant, à Vichy, en gros, il y a 5 ans, il n'y avait absolument rien. Maintenant, il y a un festival des jeux que j'ai lancé que j'ai aidé au lancement, en tout cas, avec la ville. Maintenant, c'est entre 8 et 12 000 personnes qui viennent au festival des jeux. Il y a un salon pro qui est le deuxième plus grand salon pro de France. Il y a des médiathèques dans toutes les maisons d'enfance. Enfin, par contre, c'est bien de ma part. Et maintenant, il y a même l'année prochaine, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que même dans le projet de la ville, il y a des heures de jeux de société dans les écoles qui soient prévues pour le projet de la ville.
On est aussi donc avec la cellule pédopsychiatrique de l'hôpital aussi, donc avec des séances de jeu, c'est tous les 6 semaines. Plus après, donc il y a les jeux d'escape game, il y en a à la Palisse, il y en a aussi dans la montagne bourbonnaise, il y en a aussi autour du lac d'Allier, on est aussi sur Billy, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et c'était plus une étincelle que j'ai peut-être insufflée. Et maintenant, il y a un club de jeu, il y a plein mal de choses, il y a des boutiques. Et je pense que tout fait que maintenant qu'il y a une très bonne implantation et que non, je pense qu'à Vichy, maintenant le jeu, il y a beaucoup de choses. Et du coup, peut-être à l'échelle un peu plus vaste sur l'Auvergne, est-ce Sur que... le Verne aussi, sur Clermont-Ferrand aussi, mais après c'est pareil. En gros, j'ai pas trop développé ailleurs que Vichy et Clermont-Ferrand, après niveau 20. Et c'est que après, je me mise plus à partir à l'étranger pour faire des choses à l'étranger que ailleurs dans le secteur. Bon, après, c'est plus via des affinités, et et surtout grâce aussi aux opportunités. Il y a d'autres acteurs qui font ça en France, que je connais, à qui on travaille aussi. Des fois, on travaille sur des projets conjoints, parce que justement, le but, on est plus tous dans la même galère, on va dire, donc autant s'aider plutôt et se conseiller mutuellement. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je suis resté vraiment sur le secteur de l'Auvergne, et principalement l'Allier et le Puy-de-Dôme. Et après aussi, maintenant, sur d'autres villes plus grandes, en Côte d'Azur, ou après, ça serait sur l'étranger. Top. Je comprends aussi hein, cette idée d'aller aussi propager un peu cette vision ailleurs. C'est top Vraiment, d'avoir ces différentes échelles et même impressionnant de voir à quel point tu arrives à manier tout ça voilà, avec. c'est ça, on va compte, même si ça fait beaucoup de choses, tout est complémentaire. Mm. Typiquement, pour un jeu, bah voilà, pour l'histoire, suite à mes ateliers, j'avais trouvé un jeu qui s'appelle Micro Macro, le nom de le jeu qui a gagné pas mal de prix. Moi, je connais très bien l'auteur du jeu. Je lui aurais proposé de faire une adaptation géante pour mettre en valeur le patrimoine de la ville de Cannes. Donc, j'ai contacté la ville de Cannes pour leur dire, moi, je vous fais un jeu pour pouvoir faire sortir les gens du palais des festivals et qu'ils aillent voir le patrimoine de la ville qui est assez connu. Et, euh, et donc là, donc ça c'est réussi, j'ai même fait 2 fois. Et là, ce projet-là est typique du projet je suis plus un médiateur entre le monde du jeu et le monde réel, entre guillemets. C'est-à-dire que l'éditeur allemand de jeu est très content de pouvoir faire montrer son jeu, donc faire de la communication dans la ville de Cannes. Et la ville de Cannes est très contente d'avoir un jeu de piste pour pouvoir mettre en valeur le patrimoine. Et donc moi, j'ai mis en relation les deux, j'ai créé l'outil pour que les deux fonctionnent et les deux soient contents. C'est ça qui m'a permis après d'aller à l'étranger, de faire des choses à l'étranger aussi, d'être vraiment complémentaire à chaque fois et vraiment de servir des jeux comme un support, quoi. C'est le festival des jeux, pas le festival du cinéma, pour Cannes. Mais par contre, c'est quand même le palais du festival qui gère le cinéma qui était mon client. Ok. Eh ben, très bonne transition aussi sur peut-être le modèle économique. On a commencé à en discuter avec la question de Pascaline. Tu vas travailler parfois avec des collectivités, parfois avec des acteurs privés, parfois directement dans le monde du jeu avec des éditeurs, créateurs. Est-ce que selon tes différentes activités, parce que j'imagine que c'est assez varié aussi en fonction, tu as un peu des grandes lignes à nous donner sur comment tu organises ton modèle éco et comment tu arrives à dégager des lignes là-dessus? Alors là, maintenant, mon modèle éco, donc j'ai une double. Bon, il y a la partie associative, donc là, modèle éco, il n'est pas, parce qu'on raconte, modèle éco, c'est juste là, on fait payer des prestations dans un atelier, justement, dans le noir ou sans un bruit, les choses pour le handicap. Et après, l'association est payée grâce à ça. On a aussi fait appel à des fonds privés avec Kiwanis, par exemple, ceux qui aident à financer les interventions dans les hôpitaux, pendant qu'on fait la recherche dans les hôpitaux. Donc, c'est Kiwanis qui était mandataire dessus, qui nous a donné de l'argent. Donc, voilà, c'est ces recherches de fonds pour l'association. Ça, c'est une première partie. L'autre partie, après moi, sur ma partie à moi, donc j'ai une partie en gros en ton entreprise, sur juste de conseils pour Monsieur Damien, pour les conseils, pour l'expertise. Tout ce qui est animation, c'est assez particulier, c'est que j'ai eu un modèle un peu vu avec la CCI. Donc je suis revendeur de prestations d'animateurs. Donc c'est de la revente. Donc c'est encore en statut en entreprise. Donc, avec la revente de prestataires d'animateurs. Donc à chaque fois que j'ai des animations ou j'ai des projets, c'est les animateurs qui sont indépendants, qui sont auto-entrepreneurs. Je prends en contrat pour pouvoir que je revends après aux collectivités. Et donc ça, c'est les deux grandes parties. Et la dernière partie, maintenant, qui est aussi importante, c'est la partie, maintenant que je suis gros salarié du groupe Hachette, donc mon statut cadre avec mon service. Et, donc ça, voilà, ça, c'est en gros, limite, juste avec ça, ça suffit pour pouvoir pour pouvoir vivre. Mais voilà, donc j'ai toute l'autre partie derrière. Ok. Donc j'ai Donc, on plein est de sur un modèle hybride, modèle, vraiment, bon, un modèle hybride avec plusieurs choses, hein, vraiment un modèle hybride, hein, avec
en fonction des demandes. Et donc là, je vais même intégrer un nouvel modèle avec auteur de jeu aussi. Donc ça fera encore une nouvelle ligne encore sur ça. Donc c'est toujours le principe de répondre vraiment aux opportunités et saisir les opportunités et pas de rester bloqué sur quelque chose et rester bloqué sur une idée fixe. C'était plus de vraiment, bah, il y a cette occasion, bah, on va la saisir et après on verra comment on va faire. Donc, Dans cette vraiment ça. logique d'expérimentation perpétuelle, un petit peu, j'imagine. Exactement, ouais. Donc c'est vraiment le conseil, c'est ouais, de toute façon, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est toujours essayer de trouver la solution. De toute façon, un projet qu'on veut faire n'est jamais terminé, ne sera jamais parfait. Donc autant lancer directement avant qu'il soit même juste un beau visuel, quoi. Et après, autant commencer directement et après on voit derrière, mais ça sert à rien qu'à ce qu'il soit fini, ce qui sera jamais fini. Et après, on perd trop de temps et on perd beaucoup trop d'énergie, surtout si le projet ne se fait pas derrière. Donc ça, c'est vraiment une chose que j'ai appris après moi avec l'expérience, c'est que bah, voilà, les projets, bon, je vends les projets, après je les fais. Voilà, c'est plus dans ce sens-là maintenant. Mm. Sinon, on perd trop. Après, sinon, ça fait. Voilà, après, on peut pas. Voilà, autrement, c'est trop d'énergie et malheureusement trop de déception. Et Top. moi, j'ai une question, Damien. Justement, dans tes un peu deux gros postes d'activité, ça se répartit équitablement? Genre, c'est 50% de ton temps sur Annabelle et 50% sur le groupe Hachette ou... Non, c'est. Alors, tout dépend annuellement, c'est quasiment 50-50 Hachette et Monsieur Damien. Et après, je dirais. Et après, les week-ends, c'est Annabelle. Voilà. C'est vraiment comme une association que je peux faire en plus, après, sur les choses. Mais en tout au niveau de montant, c'est quasiment 50-50. On va dire 60-40. 60 Hachette et 40% Monsieur Damien. Mais tout dépend de la Et période. En gros, je travaille à certaines périodes, j'ai beaucoup de travail, moi, avec le groupe Hachette. J'en ai très peu avec Monsieur Damien. Et inversement, après, à certaines saisons, je change. Et donc, à l'année, ça revient à peu près au même. c'était la question que j'allais poser justement si sur la saisonnalité, j'imagine qu'il y aura aussi des variations selon les périodes de l'année. Exactement. Il y a moi, j'ai des dates fixes de déplacement, avec des dates fixes aussi avec les périodes scolaires aussi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que quand ben là, on intervient donc là, actuellement dans 8 classes. Donc, quand on travaille avec en scolaire, il y aura plus de temps pour faire autre chose. Donc, on développe justement des activités pour l'été. Pareil, pour mettre en valeur certains lieux. Et donc, on peut le faire déjà parce que c'est des vacances et quand les animateurs sont dispo et qu'on est plus dans les classes pour pouvoir travailler. Moi, j'ai une autre question qui est encore un peu liée. C'est justement, tu dis que tu travailles avec des auto-entrepreneurs. Est-ce que toi, c'est une perspective de l'idée d'embaucher et d'avoir des salariés, comme le demandait Pascaline? Peut-être, alors c'est vraiment la question que je me suis posée quand on m'a dit, bah, tiens, tu vas venir, venir ici. J'ai fait une sorte de bilan pour voir qu'est-ce que je fais maintenant. Et bah, c'est vraiment à l'étude. Là, pour l'instant, ça fonctionne. Je pourrais vraiment switcher en statut en entrepreneur avec des salariés. Je pense que ça pourrait fonctionner aussi et qu'il y aura assez de demandes, parce que je refuse quand même beaucoup de choses, donc il y aura assez de demandes pour pouvoir faire ça. Pour l'instant, je n'avais pas forcément l'envie, parce que cette année, j'ai lancé de l'autre côté, justement, le service là, pour Hachette, pour le recherche de jeux. Donc, mais de rien, ça me fait quand même une équipe à gérer aussi derrière. Là. Donc, j'ai pas tout voulu lancer en même temps, mais c'est des choses qui me restent encore dans le coin de la tête. Et même déjà, voilà, il y a déjà le nom qui est déjà posé, il y a déjà les écritures qui sont déjà actives. Donc, voilà, ça pourrait venir comme ça. Non, parce que je me dis que c'est pas le même rapport, sans doute, quand tu travailles avec d'autres personnes qui sont auto-entrepreneurs, que tu mobilises sur des projets, que après, si tu les embarques dans une entreprise. Après, comme on fait beaucoup de projets aussi, alors, c'est en co-développement grâce à Coco Shaker, donc sur certains projets, là, j'inclus toujours de nouvelles personnes. Donc, là, on est sur un projet justement avec les monuments de France, on verra si ça va fonctionner ou pas. Et donc là, je travaille en co-développement avec une personne, une enseigne de Coco Shaker, et aussi avec une illustratrice aussi, donc on est vraiment en co-dev, là, vraiment, c'est vraiment ça. Donc sur certains projets, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas commanditaire, sur des grosses choses, des gros événements. Quand on a fait la fête des étudiants à Clermont-Ferrand l'an dernier, on avait plus de 70 personnes à gérer, et je n'étais pas tout seul, on était en équipe, on était une dizaine à travailler dessus. Donc c'est vraiment en fonction des projets, ouais, il y a la recherche, il y a les questionnements qui sont différents. Il y a une question qui vient du chat aussi, c'est comment tu réussis à te sortir un revenu sur l'association en tant que J'ai pas président? de revenu sur l'association. Pour ça, j'ai mes deux autres modèles pour pouvoir faire mon revenu. L'association, c'est seulement pour aider, justement. C'est vraiment la partie, un peu, voilà, c'est la partie, là, pas de revenu, c'est seulement pour donner du sens au reste, donc avec le corps médical, donc, ou avec le handicap. Merci.
je le rappelle pour les participantes et participants, surtout participantes, je crois d'ailleurs, parce que je vois pas beaucoup de gars. N'hésitez pas à lever la main, prendre la parole, que ce soit via le chat ou si vous avez des questions, comme là Angèle vient d'en poser une, ou à prendre directement la parole. Du coup, moi, je me disais, mais alors, est-ce que tu te souviens de ta première expérimentation, enfin, du premier moment où tu t'es mis dans une démarche où tu t'es dit, j'ai une idée, je vais la tester. Je sais pas si, enfin, Oh ça m'est oui, juste venu comme ça. ouais, aussi, après, en gros, il dit, bah, je vais faire des ateliers avec des personnes âgées. C'était vraiment la question. Donc, j'ai dit, comment faire? J'étais encore basé à Clermont-Ferrand à l'époque. Et j'ai dit, bah, je regarde la Vichy, parce que pour ma tête, c'était les personnes âgées sont en Vichy. Donc, j'ai regardé tous les résidences seniors, et pas dans l'EHPAD, dans les résidences seniors. Je savais qu'il y en avait. Et je les ai appelés pour leur dire, bah voilà, moi, je vous propose de venir, je vais tester des jeux chez vous. Voilà, je vous explique, et je teste des jeux. Et en gros, j'ai fait que 2 coups de fil, et 2 personnes m'ont dit, bah oui, nous, on veut bien. Au contraire, si c'est gratuit, c'est encore mieux. Donc, j'ai dit, et donc, ça s'est fait tout de suite. Vraiment, il faut que j'avais appelé, mais la semaine d'après, j'étais sur place avec mes jeux. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et qu'est-ce que j'allais faire et comment étaient les personnes avec qui je serais. Donc ça, c'était vraiment le premier type que j'ai, le premier coup de fil et le premier idée que j'avais eu, c'était ça. Top. Et donc, enfin, tout est un peu parti de là, j'imagine, puisque c'est sur ça que la démarche aussi, tu t'es dit, bon, bah, je vais continuer à tester des choses et Oui, on alors le après, voit X années après. ça, je me suis toujours dit ça. En gros, même tout le temps, en gros, faut tester, faut voir qu'est-ce qui marche, faut lancer plusieurs hameçons, on verra qu'est-ce qui va mordre après. En vrai, c'était vraiment ça le principe. Et en fonction des idées, des demandes et des échanges que j'ai eu avec différentes personnes aussi, on se rend compte des choses. Au début, moi, la patrie de patrimoine, je n'avais pas du tout mis ça en avant et je ne pensais pas du tout à ça. Et j'ai eu des demandes en travaillant avec les collectivités, mais on dit, mais si, nous, on a besoin d'outils parce qu'on ne sait pas comment faire. Et au fur et à mesure, en fonction de la demande, j'ai dit, ben, on va créer on va créer des choses. C'est vraiment là, c'est souvent aux échanges et après, voir qu'est-ce qui manquait, quels sont les besoins quels sont les besoins des clients. Donc, c'était vraiment à chaque fois des tests pour savoir. Et est-ce que tu as Et, des tests qui t'ont surpris, des choses dont tu as été surpris du coup? Euh, alors, des choses qui m'en sont. Alors, comme ça, je ne sais pas, des trucs qui m'ont surpris. Alors, ouais, comme ça, à venir, je sais pas. J'en réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui. Tu t'adaptes tellement facilement que rien ne te surprend. Oui, voilà. Maintenant, à force, c'est plus, voilà, en gros, c'est un peu de l'événementiel. On s'adapte toujours au fur et à mesure. Mais après, en surprise. euh, Peut-être après la vie, on raconte de l'accueil, je pensais pas que les gens au début étaient un peu surpris. Ça aussi, je vois bien ça, les gens, ce qu'ils pensaient pour eux, le jeu, on est resté au Monopoly ou Uno, donc on ne comprenait pas comment faire aider des gens avec un Monopoly, quoi. C'est vraiment ça, et à force d'acharnement et de pédagogie, on leur dit non, non, ça marche mieux. Et après, on a bien vu la différence, et après, j'étais même justement, je voyais surpris des fois de l'évolution des choses et que l'impact que ça avait eu. C'était plus ça surtout, sur les projets. Alors maintenant, ça fonctionne très très bien, ou alors des fois, ça fonctionnait pas du tout, quoi. Donc ça arrive aussi de faire des choses qui ne marchent pas. Donc ça, voilà, disons ça, voilà, ça on arrête. Ça marche pas. est-ce que tu as un exemple justement de quelque chose qui n'a pas marché, d'échec, où tu t'es dit, bon, bah, en fait, là, c'est une porte qui se ferme, En et gros, qu'est-ce c'était que tu en as tiré, quoi? de m'arriver, en vrai, c'est plus un échec, plus une chose qui m'a bien marqué, c'est que j'étais peut-être pas assez au début carré au niveau réglementation ou carré au niveau des devis, des contrats, et que j'étais un peu, tout le monde est beau, tout le monde est mignon, ça c'était un peu voilà, donc je faisais confiance aux paroles des gens, voilà, de dire bah oui, on va faire un projet, et j'ai démonté un gros projet avec une équipe complète, donc une complète qui s'est pas finie, et qui était annulée, et que malheureusement le devis n'était pas été validé correctement, seulement par accord écrit, normal, mais pas signé, rien du tout. Du coup, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps sur une chose. Donc ça m'a bien servi de leçon maintenant. Euh, et après, un échec, maintenant, j'ai peut-être dû vouloir voir un peu trop gros aussi sur un événement qui a moins bien marché parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer que je n'avais pas pris en compte, parce que je ne connaissais pas. Donc voilà, ça arrivait aussi sur un gros événement que c'est pas passé comme moi je l'aurais voulu en tout cas. Que même si le public n'a rien vu, moi j'ai vu en tout cas et que c'était vraiment c'était un peu fait dans la douleur, quoi. Donc, ça arrive, après ça arrive, après il faut vite rebondir et voir que bon bah dans l'absolu, ce qu'on fait, moi je suis dans le jeu, donc il n'y a rien qui est grave, hein, je ne saute pas des vies, rien. Donc c'est une question d'ego, après une question de principe, mais après c'est bon, il faut recommencer et avoir de nouvelles idées et voir ce qui reste à côté. Carrément. Toujours en tirer le positif. Je pense que c'est un peu dans cet esprit-là aussi, de savoir pour les prochaines fois, au moins,
on aura Après, déjà surtout ça, essuyé. ouais, c'est voir positif et pas forcément le prendre, même si c'est très dur, parce que quand c'est nos projets, on prend vraiment pour soi-même et c'est pas forcément nous, c'est pas notre personne qui est ratée. C'est pas parce qu'on refuse ou ça marche pas que c'est notre personne, c'est souvent, des fois, c'est le projet ou c'est l'environnement ou des faits qui font, voilà, hors de notre volonté. Mais c'est pas vraiment pas forcément nous-mêmes. Et c'est ça qui est très compliqué de différencier ça quand on a un échec, de dire, je suis nul. Ben, peut-être, mais c'est peut-être pas ça en fait. Et c'est le projet, c'est pas nous. Il faut vraiment arriver à se dégager de la personne et de nous-mêmes du projet de la personne pour pouvoir après vite rebondir. Je crois qu'on a quelques petites questions dans le chat. Moi, je remets la caméra. Ouais, vas-y, vas-y. Isabelle, peut-être si tu veux poser ta question à l'oral. Oui, alors toujours dans le milieu du handicap, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Est-ce que vous avez pensé à créer des jeux justement de sensibilisation aux handicaps divers et variés, invisibles et visibles? J'ai déjà pensé, c'est même pareil, c'est qu'à créer un jeu, ça demande vraiment beaucoup de temps, Hmm. vraiment beaucoup de ressources. Et malheureusement, je fais des sélections sur ce que je fais et que même des fois, j'ai déjà eu la demande, et pour l'instant, je suis vraiment resté sur les jeux qui sont adaptés par son environnement, par exemple. Et sur le reste, j'ai, euh, je sais maintenant d'expérience comment ça fonctionne le monde du jeu, et c'est vrai, ça demande vraiment beaucoup trop de temps et d'énergie. Et là, j'en ai pas assez pour pouvoir faire ça. D'accord, merci. Excusez-moi, vous voyez mon plafond, c'est bien. Voilà, petit à petit, on perd ton visage Voilà, vers c'est le ça, fond. c'est bon, je suis revenu, c'est que ça glissait. Ouais. Là, ça a l'air d'être pas mal. Mais donc, ouais, j'imagine que c'est aussi le manque de temps qui t'amène à devoir aussi choisir parfois, même s'il y a plein de sujets intéressants aussi, C'est ça, parce mettre que une de énergie. toute façon, même il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui sont variables, après, il faut quand même faire une sélection. Ça, c'est partout pareil. Et entre en gros, toujours la sélection entre qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui rapporte. C'est les trois pieds. Et il faut essayer de se jongler avec les trois. Pour dire ça me plaît, ça rapporte, ou ça. L'idéal, ça fait tout d'un coup, c'est super. Des fois, c'est pas le cas. Donc, il faut essayer de réporter un petit peu les différentes étapes pour dire qu'est-ce qui est intéressant et après voir après qu'est-ce qui a beaucoup d'impact aussi sur ce qu'on fait. Je vois qu'il y a une autre question d'Angèle que je me permets de reporter. Euh, donc sa question c'est est-ce que les tests expérimentaux tu les proposes à titre gratuit et si oui sous quel format un peu comment ça fonctionne Alors ça, c'est vraiment qu'au début de l'expérience et qu'en fin de compte, je leur faisais. En fin de compte, je leur faisais des factures à zéro, c'est-à-dire je fais de l'atelier coûte 50 euros, enfin, je suis au hasard, et là je vous fais 50 euros de remise que je teste. Voilà. Et comme ça, qu'au moins que si après, en disant bah, on fera 2 séances de test, on verra par la suite. Comme ça, si jamais après le test est concluant, on dira là je vous ai offert ça, mais la vraie valeur était de 50 euros, donc je vais continuer maintenant avec 50 euros. C'est comme ça que j'ai fait moi à chaque fois. Et moi, j'avais une facture, j'étais intervenant, j'avais quelque chose. Je suis pas venu comme ça un petit peu au hasard. Bon, voilà, je vous fais tester un truc gratuitement. J'avais vraiment un papier et déjà avec la valeur de ce que je voulais proposer. Et ça, c'était vraiment qu'au début. Maintenant, c'est dans un projet où je suis pas forcément sûr, je vois avec les clients. Et c'est pareil, j'essaie de les incorporer dans la boucle de la création. Donc, toujours méthode Codep et pour voir, pour essayer de développer avec les clients, ben voilà, je facture mon gré moins cher, je fais une remise parce qu'il faut qu'on développe ensemble, parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire. C'est comme ça pour l'instant que je travaille. donc j'imagine que oui quand même, Angèle dit qu'elle est au volant donc je me permets de prendre aussi son Ouais, j'imagine que si elle a des questions un peu plus en détail sur ces sujets-là faut pas qu'elle hésite à t'envoyer un petit mail à te contacter et vous pourrez échanger là-dessus aussi. bien sûr. Donc maintenant, les remises de 100%, tu les fais plus, c'est ça, Damien? Oui, voilà. C'était juste au début, quand sur certains ateliers, maintenant, non, maintenant, là, c'était il y a quand même 5 ans maintenant, mine de rien, ça passe vite. Là, là, non, je n'ai pas, il n'y a plus besoin, parce que pareil, toujours pareil en tant que limitation du temps. Donc maintenant, pour aussi avoir une vie familiale, une vie à côté du travail, malgré mes 2 emplois, voire les 3, euh, j'ai fait vraiment une sélection de vraiment pareil, toujours qu'est-ce qui me plaît plus, qu'est-ce que je veux faire, vraiment. Où je m'éclate, parce que quand je vois sur un sujet où je commence à moins m'amuser, ou que ça soit moins intéressant, ou que commence à être moins bien, j'arrête. Je veux dire, j'ai la chance de pouvoir choisir. Je dis, bah, c'est bon, là, ça me plaît plus, je vais faire autre chose qui me plaît. Et je retiens l'idée de aussi, même dès le départ, même quand c'est les premières expérimentations et qu'on souhaite en faire bénéficier gratuitement parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, de quand même contractualiser et avoir une facture avec une remise. Comme ça permet déjà aussi aux gens de comprendre que ben, là, c'est peut-être gratuit ou très peu cher, mais Ouais, ben, voilà. bah, après, c'est toujours le principe. Alors, ça fait un peu de la vieille école, mais
Moi, avant, j'avais des garages, donc en gros, tout ce qui est gratuit ne vaut rien, quoi. Donc voilà, même dans la tête des gens, si c'est gratuit, c'est que c'est facile, c'est voilà. Donc, même si si on fait un tarif remisé à 100%, c'est vraiment différent dans l'approche que de dire c'est gratuit. Parce que là, c'est quand on leur fait un geste, c'est un peu différent. Donc, voilà, c'est un conseil. Il ne faut pas faire des choses. Faut qu'on voit la remise que vous faites, le geste que vous faites en tout cas. Je vois il y a Louise de l'autre regard qui est partie, qui nous remercie et te remercie sur la conférence. Le sujet super intéressant. Il nous souhaite une bonne journée. Merci à elle. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, sinon, j'en ai toujours, donc je peux en poser. Euh, en tout cas, sur le fait de se lancer, parce qu'on a aussi quelques personnes qui sont présentes qui étaient accompagnées par Coco Shaker ou qui le sont en cours, ou des personnes qui ont des projets en lancement. Est-ce que tu aurais des conseils, même si tu en as un peu déjà donné, mais d'autres conseils sur comment se lancer Après, bah, faut pas avoir peur. C'est dire, mais c'est pas grave, c'est pas bien, c'est pas calé, c'est pas grave. Parce qu'en maintenant, il n'y a que vous-même il y a que nous, il y a nous-mêmes. On sait ce qu'on veut faire, mais les clients ne savent pas en même temps. Donc, c'est pas grave si ça correspond pas exactement à ce qu'on voulait. Les clients n'ont pas le savoir, ou les prospects, ou qui voulaient, les personnes qui auront affaire à vous, ils n'ont pas forcément le savoir, donc il faut vraiment pas attendre que ce soit parfait, et c'est pas grave, on n'en compte du tout. Faut plus se lancer directement et pas avoir peur, et pas avoir peur des refus. C'est pas parce qu'il y a une personne qui refuse que les autres vont refuser derrière. Et que, et que je pense que si vous croyez vraiment à votre projet, et en gros, c'est ça, vous devez juste arriver à vendre l'idée, en tout cas, aux clients ou à tout le monde, à tous vos bénéficiaires, à vendre l'idée de votre projet, et ça devrait suffire après pour pouvoir convaincre les gens. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit tout fini pour pouvoir avancer. Et si c'est raté, ben c'est pareil, c'est pas grave non plus, quoi. De toute façon, voilà, on n'est pas dans un pays en guerre. Donc voilà, même si ça rate un petit peu, bah, on est en France, on est quand même bien couvert, donc il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment la chose. Isabelle, dans le chat, qui demande par qui tu as été accompagnée depuis le début de ton aventure entrepreneuriale. J'étais accompagné par Coco Shaker au début de mon aventure. Après, j'ai eu un super parrain aussi, c'est Lionel Faucheux qui m'a vraiment aidé aussi qui m'a vraiment aidé sur pas mal de choses. Et donc, voilà comment j'étais accompagné. Après, après, j'ai volé mes propres ailes. T'as pas fait BGE ou la CCI? Non, non, après, j'ai eu demandé à chaque fois quand j'avais besoin, bah, justement de formation ou des questions techniques, bah, j'ai demandé, mais voilà, c'était vraiment à l'occasion et vraiment comme une sorte d'outil pour dire, j'ai une problématique, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider à répondre, quoi. et en termes d'inspiration, peut-être, est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré, des entrepreneurs qui t'ont inspiré avant que tu te lances, ou qui, quand tu t'es lancé, sur lesquels tu as pu t'appuyer aussi pour avoir déjà des retours d'expérience et en tirer parti? Moi, justement, il y a Lionel qui m'a bien aidé. Après, moi, pareil, j'ai mon frère qui est aussi dans l'événementiel et qui est j'ai la famille qui est aussi qui avait déjà 3 entreprises, donc je connaissais déjà le monde de l'entreprise aussi. Donc, donc je savais à quoi m'attendre. Et même si le début était très dur. Et pareil, j'ai aussi ma compagne qui m'a vraiment aidé aussi au début parce que passer d'un statut cadre avec bonne situation à plus rien avoir juste avec des boîtes de jeux, devoir déménager, vendre la maison pour pouvoir avoir des moyens pour pouvoir faire les choses. Bah, il y a des jours qui étaient un peu plus compliqués que d'autres. Donc, heureusement, j'étais soutenu quand même pour ça. Euh, après, après, j'ai pas forcément eu d'inspiration sur les personnes qui devaient, euh, à qui je devais ressembler. C'était plus de dire, bah tiens, maintenant que je serai dans le monde, en tout cas dans ce domaine du jeu de société, je connaissais des grands noms du jeu de société, moi, à mon échelle, en tout cas, je disais, un jour, je bosserai avec eux, quoi. C'était un peu la méthode Coé pour dire, ah bah lui, un jour, je bosserai avec lui, c'est sûr. Donc, c'était vraiment le but, à chaque fois, de dire, ah, cette personne-là que je vois à la télé, hein, sur YouTube, un jour, j'irai la voir et on jouera ensemble, quoi. C'était vraiment ce que je me disais à chaque fois pour me motiver. Et bon, bah, Est-ce que tu as coché quelques cases, du coup? ouais, bah, franchement, ouais, c'était cool. C'est cool. Voilà, c'était bien. Et moi, quand j'explique maintenant aux personnes que je connais, je leur dis, ben voilà, moi, j'ai connu grâce à toi parce que je voulais te voir, te rencontrer et qu'on soit égal à égal. Je pense que ça les touche et c'est assez rigolo, quoi. Peut-être, ça me fait rebondir sur un truc. Je me dis, pas aussi, ne pas hésiter quand on est entrepreneur à aussi contacter les gens, à se dire, OK, ben, telle personne, peut-être que, et essayer de lui prendre 5 minutes de son temps pour poser la question qu'on a lui Oui, poser ou,
Et des fois, on est vraiment étonné parce qu'on se met vraiment des propres. De toute façon, je pense qu'on se met beaucoup de limites tout seul du temps. Sur plein de, sur plein de, sur plein de niveaux, on se met des limites nous-mêmes, on va dire non, ça va pas aller, ça va pas. Bon, ouais, on se dit non avant de faire les choses. Non, ça marchera pas, c'est pas possible, ou quelque chose ça. Et si on part du principe que, ben, au pire, ça marche pas, on aura déjà le nom qu'on aurait déjà vu si on l'aurait pas fait, donc autant essayer. Et moi, ça m'a permis de travailler avec l'équipe de Secret d'Histoire, par exemple, sur certains jeux que j'ai fait. Donc avec l'équipe, donc c'était plutôt cool quand même de voir le monde de la télé, et travailler avec France 2 sur certains projets. En les contactant, en gros, juste c'était par Instagram ou sur Facebook pour dire tiens, j'aimerais bien, j'ai un jeu à présenter, est-ce qu'on peut pas bosser ensemble? Et comme quoi, des fois, il suffit juste une rencontre pour dire bah oui, pourquoi pas, et puis on lance des projets. Encore un super commentaire dans le chat. Je ne sais pas si tu le vois. Oui, Isabelle, ça je un le beau vois, c'est sympa. parcours. Merci Angèle. Et il y a aussi Isabelle, beau parcours. Bravo, toujours croire en Merci. soi. Et moi je retourne. Hop. Et je crois que dans les questions d'Étienne, il y avait aussi, est-ce qu'il y a des spécificités à entreprendre dans le jeu, justement dans ce domaine-là? Est-ce que c'est un domaine avec des codes particuliers ou Alors là, bah maintenant, ça commence à le devenir, parce que je suis vraiment arrivé au bon moment. Que je vois maintenant, par exemple, à ma caméra, en gros, c'est dans mon bureau, c'est pas la clé de mon bureau. ça fait des effets? C'est sympa, mais c'est qu'en gros, si j'ouvre la fenêtre, on écoutera la rue et que. euh, En gros, dans le monde du jeu, maintenant, ça commence. Je suis arrivé vraiment au moment où que le monde c'était des passionnés qui commençaient à travailler. Maintenant, au bout de 5 ans, le monde commence à devenir professionnel. Et de plus en plus de professionnels qui arrivent, et maintenant qui sont même pas du milieu du jeu, qui voient ça vraiment comme un produit, comme quelque chose avant. Donc c'est un peu différent, c'est un peu maintenant. Pour se lancer après, il n'y a pas de profil type. Faut vraiment, faut essayer de contacter le maximum de personnes possible. Parce que, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler dans le monde du jeu maintenant. Et il y a vraiment beaucoup de personnes. Et voilà, après, il faut juste arriver à trouver quelque chose qui n'est pas encore fait, en tout cas, ou quelque chose qui se différencie de tous les autres qui arrivent. Et vraiment contacter un maximum de personnes possible, parce que c'est souvent grâce au réseau quand même, et aux rencontres on peut bien marcher dans ce monde-là. Top. Je vois qu'il y a deux mains levées. Pascaline, si tu veux prendre la parole, puis après Julien. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Et Ok. C'est quoi votre point de vue sur la propriété intellectuelle? Parce que je suis en train de développer un jeu de cartes et enfin, un jeu de société, un jeu de cartes à jouer et à collectionner. Et du coup, bah, j'en parle beaucoup. J'ai créé une petite page sur mon site internet pour présenter le jeu, etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux écoles. L'école, attention, il faut protéger, il faut faire enfin, j'ai oublié le terme juridique, dès qu'on envoie le projet à quelqu'un, de protéger son œuvre. Et puis l'autre école qui dit, bah, de toute façon, on aura beau protéger comme on veut, ça pourra toujours être détourné. Et donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. en fin de compte, on peut pas, c'est ça pour les jeux, on peut pas protéger on peut pas protéger un jeu. Ouais, On peut pas protéger le mécanisme, on peut pas protéger les règles. On peut protéger le le visuel, graphisme, ouais. le graphisme, mais pas le reste. Mm. En gros, et c'est ça le gros problème qu'il y a, c'est on peut prendre un mécanisme d'un jeu qui est très connu, et on peut refaire pareil. Il n'y a rien qui le protège. Et, donc c'est assez compliqué sur ça, parce que même maintenant, il y a des gros groupes qui sont en train de faire la guerre. Là, il y a Disney et Ravensburger qui sont au procès, par exemple, sur un jeu qui va sortir et qui a pour usurpation de propriété intellectuelle et sur un mécanique de jeu. Donc malheureusement, pour l'instant, c'est super compliqué. Et faut plus se dire que de toute façon, en gros, il faut être le premier à communiquer dessus. Faut dire, je suis le premier, c'est moi qui l'ai fait, même si quelqu'un copie derrière. Il faut prouver que c'était la personne qui était en premier, même vis-à-vis du public. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. C'est l'inconvénient sur ça. Et, Et du coup, en parler un maximum, ouais, ou après, au parler, contraire, après, en tout cas, faut pas avoir peur, faut pas se dire, je vais pas en parler, je vais protéger le maximum d'informations, faut pas compliquer l'idée. Parce que, en gros, des jeux, il y en a, en France, il y en sort 1500 par an. Moi, je ouais. reçois juste des partenaires étrangers, j'en reçois à peu près des propositions, en gros, par an, j'en reçois quasiment plus de 600, 700 par an, moi, des propositions de jeux. Waouh. Et sans compter les prototypes qu'on reçoit tous les jours, je reçois 5 mails pour me dire, ah, tiens, j'ai fait un jeu, mais je ne vais pas vous en parler parce que je ne vais pas compliquer les professionnels, ils n'ont pas compliqué les idées, ils n'ont pas le temps du tout. Ouais. Mais par contre, il faut vraiment se lancer directement. Et malheureusement, c'est peu qu'il y a quelqu'un qui ferait un jeu pareil. Je pense pour ton projet, là, protéger, moi je sais qu'il y a un jeu qui existait, qui a eu un concours Lépine cette année, sur la saisonnalité des fruits.
et des Ok. légumes avec un jeu de cartes. Comment il s'appelle? Le potager. Le potager, Non, tout ou ça? jardinier, je surveillais tout à l'heure, j'ai le nom, là, parce que je l'ai les jeux. D'accord, Donc c'est merci. le jardin ou quelque chose comme ça. Donc Ouais. et des fois, vous avez la même idée en même moment, même moi, ça m'arrive, hein. Oui. Et au même moment, même idée, le même jeu qui sort, et avec, alors qu'on s'est jamais vu, quoi. Et ça arrive souvent, je trouve. Ouais. Ok. Bon, en Et tout cas, le sûrement, conseil, c'est vraiment que tu le montres à tout le monde avec ton nom dessus, avec ta tête. On voit bien que c'est toi qui as fait ce jeu. il y a aussi une question de tendance. J'imagine que il y a aussi des formats de jeux maintenant qui deviennent beaucoup de tendance. On voit avec la mode des escape games qui ont envahi le marché. Et maintenant, il y en a beaucoup sur des thématiques aussi liées ben, là, à l'agriculture raisonnée, la connaissance sur ces sujets-là. Donc, Oui, bah, c'est vraiment par mode, en gros, les jeux de société. Là, vous avez même des jeux dans tous les domaines. Et donc maintenant, post-Covid, là, la mode des jeux, c'est les petits jeux de cartes qui coûtent pas cher. Voilà. Là, maintenant, on est passé après les jeux en famille. Là, avec la situation mondiale qui est instable, donc les gens ont plus trop de budget. Donc, les gens achètent des jeux pas chers qui jouent en famille, qui sont quand même très malins. Ça, c'est un peu la nouvelle mode. Il y a 2 ans, c'était les gros jeux qui coûtaient très cher avec plein de matériel pour les gens qui vraiment voulaient réfléchir. Ça dépend vraiment des modes. Et pour les thématiques, c'est assez marrant parce que c'est très cyclique. Donc là, c'est un peu la mode de tout ce qui est jeux sur l'écologie, sur le verre, sur le bois, sur les plantes. Dans les plantes, on a plein de trucs. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur les jeux, après, au niveau des genres, au niveau en gros, les plantes, c'est universel, ça plaît à tout le monde, les animaux, c'est pareil. Il y a moins de problématiques, surtout quand on fait des jeux internationaux. Dans différents pays, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, donc ça dépend de la mode. Donc la mode, c'est les petits jeux de cartes sur les plantes. Là, c'est la mode, ce moment. Mais généralement, un jeu, quand vous le créez, quand il sort, il y a quasiment 2 ans d'écart. Il faut voir qu'est-ce qui va arriver dans 2 ans. faut être un peu précurseur C'est ou ça, arriver voilà, sur ouais, c'est une mode ça. un peu Et longue. c'est marrant de voir après, quand on va dans les salons professionnels, les salons mondiaux, quand on arrive sur les stands, donc on voit que la thématique de l'année, ce sera les baleines, je sais pas, et une année, il y a eu une dizaine de jeux sur l'écosystème marin, alors qu'avant, il n'y avait jamais eu, et que tout le monde a vu. Voilà, des fois, c'est des surprises. Et excusez-moi, Julia, je veux juste reposer une question à Damien. Du coup, là, le fait que je sois vraiment dans la tendance avec mon projet Potagume, est-ce que c'est genre peine perdue parce que du coup, je vais être noyée dans une massive concurrence ou est-ce que je peux quand même tenter d'aller jusqu'au bout de mon projet et enfin, qu'est-ce que vous conseilleriez, sachant Après, que non, après, faut comme toujours tenter. Donc, c'est pas parce que c'est la mode maintenant que ça se trouve d'ici un an, ce sera encore la mode, il y aura des choses. Et surtout que si ton jeu a un sens spécifique, il y a beaucoup de jeux, moi, les jeux dont je parle là, c'est surtout des jeux qui n'ont pas de message forcément, c'est juste la thématique, c'est quelqu'un une ouais, thématique. Mais voilà, après, si c'est voilà, après un jeu qui a un sens fort, faut toujours quand même aller au bout du projet pour pouvoir au moins le présenter et voir après, justement, voir où tu veux le diffuser. Parce que des fois, on veut vraiment le vendre dans le monde du jeu, mais savoir que les volumes sont pas forcément très importants. Et des fois, si un client comme, je sais pas, la Fnac ou Cultura prenne un jeu, bah, ça fera équivalent que si tous les boutiques de France le prenaient, quoi, largement. Donc, des fois, même si on vend que sur un seul support, avec un seul client, bah, ça peut être suffisant pour pouvoir en vivre et pour pouvoir après pouvoir faire le jeu. ok, merci. Julia, merci Pascaline. Julia, si tu veux peut-être poser ta question ou ta réaction. Oui, merci. C'est très intéressant. Déjà, merci Damien. J'ai une question un peu technique. Est-ce qu'il y a des structures des jeux qui fonctionnent mieux quand on veut faire passer un message, comme dans la formation, par exemple? Tout dépend, en gros, tout dépend du public, si c'est des adultes ou des enfants. Et de toute façon, ce qui marche le mieux, ce sera de créer un souvenir avec de l'expérience. Voilà. Donc, il faut trouver un jeu pour pouvoir raconter quelque chose ou créer un souvenir. C'est comme ça que le message passera. Donc, c'est un peu abstrait ce que je viens de dire, mais voilà, c'est un jeu où les gens doivent être ensemble, résoudre quelque chose, raconter une histoire. Typiquement, c'est ça. Mais en fin de compte, là, faut qu'il y ait une connexion qui se fasse entre les gens et il faut que les gens se rappellent de cette partie de jeu, en tout cas. Il faut qu'il y ait des bons sentiments dessus sur cette partie. Et après, là, le message pourra bien passer. Parce que si c'est juste un jeu de famille ou un jeu de cartes pour faire un jeu de cartes, les gens ne vont pas retenir. Il faut vraiment voir vraiment ça dans l'autre sens. Et qu'est-ce qu'on peut faire vivre comme expérience assez rapide peut-être une mise en situation avec des cartes, je ne sais pas. Les gens ont rejoué des choses. Donc, des fois, ça peut être intéressant pour que là, ils arrivent bien à comprendre ce qu'ils font. Donc, il faut que ce soit vraiment de l'expérience ou alors un truc très, très visible. Il faut que ce soit réellement visible, quoi, qu'on voit ce qu'on fait. Je sais pas si j'ai répondu correctement ou pas, mais c'est un peu abstrait, mais c'est ça vraiment Oui, oui, la merci. clé, quoi. Moi, ça me fait réagir Si, si, c'est intéressant.
Julia, tu en parlais tout à l'heure des fresques du climat. On voit qu'il y a vraiment aussi une mode, je sais pas, mais en tout cas, ces jeux envahissent aussi le secteur des activités Ouais. professionnelles avec ces méthodes qui sont appliquées. J'en ai fait une il y a un petit peu de temps et j'avoue que ça m'avait bien marqué aussi. Peut-être que tu as aussi un retour, un avis sur ces méthodes fresques, mais c'est un peu le jeu qui a du sens selon moi. Donc, Bon, après, après non, moi, je trouve ça très bien, justement, autant que. En gros, c'est un autre moyen de faire passer des messages. Et là, c'est pareil, on vit une forme d'expérience. Donc, c'est pour ça aussi qu'on arrive à se rendre compte, on fait des échanges. Et c'est comme ça que le message se passe bien. Et on est plus acteur de ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, que on n'est pas forcément juste receveur d'une information. Et là, on a vraiment bougé pour pouvoir le faire. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant pour pouvoir, ce type-là, même les méthodes phrases de schema ou même les méthodes Lego, les choses comme ça, c'est des méthodes où là, je sais qu'à Coco Shaker, il y a beaucoup de cartes Dixit, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi pour pouvoir avancer. en parlant de l'équipe Coco Shaker, je crois qu'il y a une question de Mario Odisserg dans le chat qui demande si tu as un garage pour stocker tous tes jeux maintenant ou si tu as Alors, dû en racheter un peut-être, un garage. là, moi, je stocke à peu près 3000 jeux chez moi, je pense, dans ma maison. Donc, j'ai un étage complet avec 2 bureaux et une chambre et un stockage. Et j'ai un autre lieu de stockage qui est au siège de BlackRock, donc à Vermonton aussi, où je stocke d'autres jeux là-bas aussi. J'ai un Donc là, rack avec des palettes et des jeux qui sont stockés. moitié dans l'Allier, moitié dans le Puy-de-Dôme, quoi. Ouais, Ça va c'est pas de ça. jaloux. Non, voilà. Est-ce que tu veux peut-être prendre la parole, Marion? Je vois que tu es en train d'écrire. C'était une vraie question, ben, c'était une vraie réponse aussi. Oui, parce Ça- qu'à l'époque, il avait déjà, je sais plus, 800 jeux et ça paraissait juste incroyable. Donc, depuis le temps, ça va pas en s'améliorant. Ouais, mais là, avant, je gardais tout. Maintenant, je fais le tri, parce que j'en reçois quasiment 20 par mois, je pense, largement. Plus de 20 par mois, je pense, des jeux. J'en reçois tous les jours. Donc là, je suis vraiment très ami avec les livreurs de Vichy, hein, pas de souci. Donc après, je fais vraiment le tri parce que je peux pas tout garder. Et des fois, je me disais, mais au cas où. Mais en fin de compte, bah, c'est trop. C'est C'est trop. comme un dressing, en fait. C'est ça. C'est comme ça. Et si tu veux, on peut te servir de foire au jeu. Nos locaux sont toujours ouverts pour faire du second. D'accord. Moi, j'allais te demander, qu'est-ce que tu fais là dans ton tri de jeux? Tu les donnes? Qu'est-ce que Oui, tu... je donne donc là, je donne dans 2 assos, généralement une assos. Bah, en fin d'année, je les donne dans les écoles des jeux qui sont en français. Donc, une fois, j'ai les jeux qui vont servir et qui sont en français. J'ai les accords avec avec Vichy, donc avec le service jeunesse de Vichy et de QC. Et je distribue les jeux. Donc là, je crois que j'ai distribué peut-être 200 jeux avant Noël pour alimenter les médiathèques, déjà. Pour que les médiathèques des maisons d'enfance et des jeux. Donc ça, c'est une première partie. Et ça, c'est les jeux que j'ai en double, parce que des fois, les jeux, j'en ai en 6 ou 12 exemplaires. Donc, c'est les jeux que je distribue. Les jeux qui sont en anglais, généralement, quand moi je reçois des jeux, c'est les jeux qui viennent de l'étranger. Ces jeux-là, en fin de compte, je les donne il y a une association qui est à Rion, qui s'appelle la Vache Carrée. On joue avec eux. Et j'ai aussi une association de Vichy des jeux aussi maintenant, des jeux des termes qui est à Vichy, et je leur donne les jeux. Il y a une autre vraie question dans le chat aussi. C'est toujours Pascaline qui est bien touchée par la thématique, forcément. Elle demande auto-édition, Ulule, Kickstarter versus trouver un éditeur. Alors, tout dépend ce que tu veux faire, si tu veux gagner de l'argent. Non, en gros, un Ulule, ça peut marcher. Tu peux toujours faire ça, au moins ça te fera de la communication. En gros, ce qu'il faudrait, c'est de la com. Et si tu sais comment financer ton jeu et comment le fabriquer, donc après, si on peut se parler, parce que j'ai des contacts des usines en France, si tu veux le faire en France 100%, par exemple, un jeu de cartes qui peut être fait en France. Moi, je connais les responsables d'usine, tu peux voir avec eux. Mais en gros, l'idéal, ça sert surtout pour un élément de communication pour pouvoir proposer aux éditeurs. Si tu vas voir un éditeur, tu lui dis, j'ai fait ce jeu-là, je sais pas, j'ai eu 3000 ventes ou 2000 ventes ou 500 ventes. Regardez, mon produit il est fini, je vous le montre. Ben, l'éditeur, il sera plus apte à t'écouter que si j'ai une idée d'un jeu, peut-être qu'il va sortir plus tard, on ne sait pas trop. C'est un peu plus compliqué. Et moi, je conseille plutôt ça, surtout ces types de jeux-là qui sont petits, les petits jeux de cartes. Euh, Autant essayer, c'est comme ça. OK, avec un petit smiley. Moi, j'ai une question. Tu disais, j'aurais réussi quand j'aurais plus de travail. Du coup, tu ferais quoi alors? Si Non, du travail avec. En gros, c'est vrai que je le vois dans Vichy, par exemple. Vraiment, à Vichy maintenant, tous les maisons d'enfance, il y a des jeux. Maintenant, même dans les centres sociaux, il y a des jeux.
qu'il n'y avait pas avant. Les animateurs j'ai formé les animateurs maintenant qui forment aussi les nouveaux arrivants. Donc maintenant, moi, avant, j'intervenais dans certaines maisons d'enfance ou j'intervenais dans certains centres sociaux où je ne vais plus parce que eux, ils ont les jeux et ils ont maintenant les gens qui les expliquent. Et c'est un peu comme dans The Witcher, en gros, mais qui tue des monstres, il n'y a plus de monstres, il n'y a plus de boulot. Moi, c'est un peu ce principe-là. Là, cette partie-là, je l'ai réussi parce que j'ai plus besoin de venir. Et donc maintenant, après, j'ai tellement d'autres secteurs après différents qu'il y aura toujours du travail, mais c'est vraiment dans l'idée de dire c'est pas grave de former les gens, c'est pas grave de leur donner des outils pour le faire. Le but, c'est que justement, le projet s'égrène et que les gens le fassent naturellement, quoi. Là, tu viens de faire une référence au monde du jeu vidéo, enfin, au cinéma, jeu vidéo. Est-ce que, du coup, on n'en a pas trop parlé? Toi, tu étais plutôt sur le phénomène jeu de plateau. Est-ce que tu as aussi pu explorer ce volet jeu vidéo et ses Non, spécificités? non du tout. Non, là, j'ai fait que jeux de plateau et jeux de rôle aussi, qui est notre catégorie aussi, beaucoup. Et jeux de plateau, et je me suis limité là déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Je sais pas, celles et ceux qui n'ont pas pris la parole, n'hésitez pas. C'est l'occasion aussi de poser votre petite question. Je sais que il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont aussi dans le domaine du jeu et ou dans l'allié et qui ont peut-être des petites questions un peu spécifiques. En tout cas, c'est vraiment l'occasion de questionner Damien aussi. Moi, j'en ai encore une ou deux sous le coude, mais je vais vous laisser aussi un peu l'espace. Bon, puisque vous insistez. Non, je me questionnais aussi sur, là plutôt sur le volet entrepreneuriat. Comment tu te vois comme entrepreneur dans ton écosystème? Est-ce que tu as des liens récurrents avec d'autres entrepreneurs du territoire, sur d'autres thématiques parfois, ou dans le domaine du jeu? Enfin, comment tu te vois toi en tant qu'entrepreneur sur le territoire? Alors, au début, il y a encore quelques temps, j'étais pas mal impliqué pareil, dans les réseaux d'entreprises locales. On a une entreprise qui s'appelle Made in QC, donc j'habite pas à Vichy, mais à QC, donc j'étais dans le réseau entrepreneur. Pareil, j'avais encore en tant que j'étais parrain avant des projets Coco Shaker, donc je voyais un peu les nouveaux projets qui arrivent. Maintenant, je suis déjà encore dans l'association du Bouillon, qui était un projet Coco Shaker. Euh, mais après, c'est que maintenant, je suis un peu moins intégré dans ce domaine-là, car moi, déjà mes clients principaux sont les collectivités ou alors les entreprises mais qui sont pas là, qui sont à l'étranger. Donc, j'ai un peu moins d'affinité maintenant avec le réseau entrepreneurial, même si je viens après, je suis des fois invité au BNI ou alors dans d'autres conférences avec des entrepreneurs. Mais maintenant, c'est que déjà, j'ai plus trop le temps non plus. Et que, il faut un peu, voilà, faut essayer de limiter un petit peu, sectionner un peu le temps. Et donc ça, j'ai un peu arrêté cette partie-là de faire du réseau, de voir avec les autres personnes, même si on se voit une fois par an ou deux fois par an qu'on se connaît. Le reste du temps, j'ai arrêté de le faire. C'est question d'équilibre. Ouais, voilà, Trouver c'est ça. À le force, curseur, le juste milieu. et c'est pareil de dire est-ce que c'est utile pour moi vraiment ou pas. Là, je me suis dit, mais en fin de compte, pas forcément. Pas en tout cas à mon échelle, pas sur ce que je veux faire. En tout cas, pour l'instant, c'est pas voilà, c'est juste avec qui je travaille et de différents projets. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. En t'écoutant, je me dis, parce qu'on pense souvent au jeu aussi pour le team building dans les Oui. entreprises. Et ça veut dire que pour toi, ça, par exemple, c'est pas tellement une cible, en fait. Tu dis C'est plutôt pareil typiquement dans mes sélections. Tu vois, en gros, avant que je le faisais, j'ai fait pas mal d'entreprises, je faisais pas mal de team building. Et ça, j'ai arrêté de le faire parce que manque de temps surtout. En gros, c'est qu'à force, je pouvais plus tout faire. Et en gros, voilà, donc je me dis ça, d'autres personnes peuvent le faire. J'ai encore des clients historiques à qui je fais des animations encore avec eux ou des choses comme ça. Donc, je fais du recrutement par le jeu, par exemple. Et ça, donc ça, je le garde parce que je trouve ça assez intéressant à chaque fois. Mais c'est que le reste, là, maintenant, on a assez limité pour le moment. Ouais, là, j'ai vraiment arrêté. Ou vraiment à l'opportunité sur quelqu'un que je connais, mais je ne vais pas forcément démarcher ou chercher ça. peut-être qu'il y a moins de sens aussi dans Oui, cette voilà. activité-là. Après, alors, c'est toujours pareil, c'est toujours pour la mesure d'impact. Je me dis, si on fait un jeu qui touche 2000 personnes, c'est toujours mieux qu'un petit building avec un tout petit groupe. Ou alors, quand les enfants, là, j'ai fait les comptes, on a plus de 1000 enfants qu'on a suivis là, depuis le début, sur Vichy, sur la côte Vichy, qui a 30 000 habitants. Et je me dis que ça, c'est l'impact, il est assez fort quand même. Ou sur des gros événements, voilà, où on est vraiment beaucoup de monde, et l'impact est plus intéressant. Je crois que Marie-Laure a une question. N'hésite pas si tu veux prendre la parole, Marie-Laure. Il faut que tu lèves la main. Oui, vous m'entendez?
Oui, Très bien. Bonjour à tous. bonjour. Je ne sais pas si ça a été dit parce que moi le téléphone a sonné et j'ai pas été toujours très attentive. Je suis désolée, mais c'était très intéressant. Mais quel est le niveau de chiffre d'affaires que tu atteins aujourd'hui avec toutes tes entreprises? Et est-ce que tu as des salariés? Alors moi, j'ai pas de salarié pour qu'on dise que j'ai une association, donc j'ai une association où je suis le président. Moi, j'ai mon auto-entreprise avec Monsieur Damien et j'ai ma partie maintenant qui est en gros mixte, donc qui est salarié cadre chez Hachette. J'ai trois entités différentes. Et en gros, au niveau de Monsieur Damien, je pense que je peux te communiquer. En auto-entreprise, je suis quasiment, je dois être à 40 000 ou quelque chose comme ça sur l'auto-entreprise. Mais sur une activité hybride avec aussi le volet Ouais, achat qui permet ouais, d'avoir c'est la ça. Là, c'est juste sécurité des choses. pour cette activité-là. D'accord, mais Je donc, suis à 33 parce que c'est avant la TVA, donc plus poil avant. Donc, mais- 33. pardon, mais du coup, l'idée c'est de ne pas lâcher le job salarié. Non, justement, là, c'est une nouveauté, justement. Là. En gros, le but, c'est de le garder parce que, justement, cette partie-là, ça me donne vraiment ça me donne déjà un réseau au niveau mondial et au niveau des jeux. Et ça, pour moi, c'est très important. Et maintenant, vraiment, j'étais tout seul pour faire cette partie-là. Et maintenant, j'étais en freelance et je suis devenu salarié. Et même, en gros, quasiment à ma demande. Et avec des aménagements comme si c'était mon entreprise. Donc, en gros, là, j'ai mon équipe, je gère mon entreprise de A à Z. Je dois juste rendre des comptes au groupe Hachette. Mais je gère tout seul mon équipe et avec mes budgets alloués par Hachette. Et donc, c'est vraiment comme si c'était aussi mon entreprise. Donc, ça, je vais vraiment la garder. Parce que je trouve que c'était vraiment le projet, mais je prends pas les risques comme ça. Tu nous vends le modèle entrepreneurial idéal, si je me trompe pas. Ouais, c'est un coup de bol, hein. Franchement, je pensais pas que ce serait comme ça. Mais ouais, là, c'est arrivé comme ça, mais c'est énorme. Ouais, là, j'ai vraiment eu de la chance et je suis vraiment tombé chaud au bon moment. Mais ouais, là, j'ai eu la chance voilà, de pouvoir créer quasiment ma chose avec le giron d'Hachette derrière, avec mon équipe et gérer comme je veux. Bien sûr, j'ai des comptes à rendre, bien sûr, c'est ce qui est normal, mais en parfaite autonomie. Et après, je vais m'apporter à moi de TS aussi de l'autre côté, quoi. Marie-Laure, si tu veux ajouter quelque chose ou rebondir. Non, non, c'était très complet. Je te remercie. Après, C'est pour pas pour les compléter questions. aussi, parce que moi, de ce que j'ai compris sur la partie associative, c'est pas du bénévolat que l'équipe fait, hein, c'est Non, ça? non, non, c'est C'est pas des ça. prestations payantes et en C'est fait, ça, les ouais. autres personnes sont aussi auto-entrepreneurs, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça, exactement. C'est ça, moi, après, moi, sur cette partie-là, je prends, ton président, moi, voilà, c'est vraiment, je le fais vraiment de façon bénévole, ce qui est normal. Mais en vrai, pour les acteurs qui font ça, non, ils sont rémunérés. J'ai encore une question. Enfin, tu as présenté une partie de l'activité. Alors, il me semble que c'est la partie avec l'association dans les écoles. Et déjà, est-ce que je me trompe pas là-dessus? Et Avec sinon, le, concrètement, c'est quoi un peu les objectifs que vous fixez avec l'association sur les écoles en termes d'éducatif peut-être ou uniquement ludique? Voilà, si tu peux nous en dire un petit donc peu là, plus. l'association, c'est vraiment sur le point de vue thérapeutique et médical. Donc, c'est vraiment c'est plus un outil pour avoir des partenariats avec les services hospitaliers. Parce en tant qu'indépendant, on ne peut pas. Donc, il faut avoir une association pour pouvoir travailler avec eux. Et c'est pour ça qu'on a monté, l'association, ça sert vraiment de ça, pour dire, regardez, on a l'association, on peut travailler avec vous, mettre en place des protocoles. Et le but, c'est vraiment qu'on ait des protocoles vraiment définis. C'est pas, on va faire des jeux on va pas faire des jeux dans les hôpitaux pour amuser les enfants. C'est Ok. vraiment pas ça, cette démarche-là. C'est plus quels sont les jeux, de quoi les médecins ont besoin comme jeu Ok. pour pouvoir soigner les gens. C'est plus dans ce sens-là qu'on le développe. Et après, pour le point de vue éducatif, c'est avec Monsieur Damien directement, ça. Et ça, l'objectif, il est défini surtout avec les parents, avec les professeurs, avec les instituts. C'est que j'ai des enfants, moi je connais pas leurs problématiques, typiquement. Je les ai en atelier et après on voit l'évolution. Des fois après j'ai des rendez-vous moi, avec les services sociaux par exemple, comment se comporte cet enfant, choses comme ça. Et après on voit avec les jeux s'il y a des évolutions, on voit qu'est-ce qui se passe. Et après une fois qu'entre guillemets ça va mieux, ben, ils s'en vont de l'atelier et j'ai les nouveaux enfants qui arrivent. Et il n'y a pas de normes après, j'ai pas tant d'enfants à faire. J'ai juste des zones géographiques avec tant de zones et puis on fait après au mieux avec les ressources qu'on a, quoi. Et est-ce que en termes d'âge ou de type de handicap, tu as Donc là, c'est pas du handicap, résultats? c'est plus en gros, c'est vraiment des Enfin, enfants qui ont oui. des détresses sociales. En gros, c'est des enfants à l'école, c'est vraiment des enfants qui sont à l'école, typiquement, qui sont en classe, mais qui ont des difficultés, donc soit de concentration, soit ils sont violents, soit
Alors moi, je parle vraiment, ou soit qui sont au collège, ils sont effacés, par exemple, ou ils ont un décrochage scolaire, ils ont des mauvais résultats, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Donc ça, voilà, dans des choses comme ça, ou il y a du harcèlement, qu'est-ce qu'on peut faire dans une classe, dans une école, il y a du harcèlement, on intervient, on fait des jeux pour leur faire comprendre ce qui se passe, comprendre la problématique. Et après, avec le programme avec moi, dans les maternelles ou en primaire, c'est vraiment, on a des enfants qui sont vraiment ciblés. Bah, voilà, ils sont en manque de concentration, généralement c'est manque de concentration, c'est violence, ou voilà, en classe ils s'écoutent pas, ou choses comme ça, ou gestion de la frustration, par exemple, quand on est tout petit. Et après, comment faire pour les aider, quoi. Et le but, généralement, moi, mon but, c'est que à la fin d'une session, bon, je parle pour mon point de vue de maternelle, c'est que les enfants, on inclut les parents dans le processus et qu'à la fin, les parents sont conviés aux ateliers qu'on fait et c'est les enfants qui vont expliquer leur jeu aux parents. Et généralement, si on arrive à faire ça, c'est à gagner. Déjà, c'est que les parents viennent, déjà, c'est déjà très très bien. Ça on arrive à faire venir les parents. Et s'il y a un échange entre tous les différents parents et les enfants autour du support qui est le jeu, ben, moi, ouais, l'atelier, moi, il est bien terminé. Voilà, c'est un bon résultat. Ok, top. Merci pour le retour. Merci. On arrive sur la fin de la conférence. Alors, c'est un peu le moment où jamais, là, vous avez de la chance. Damien est connecté, vous avez entendu, son temps est précieux. Donc, si vous avez une dernière question, c'est le moment. Ah, il y a Marie-Laure ou c'était l'ancienne main qui a été levée? Non, non, j'ai encore une question. Vas-y. Pour se projeter, tu te vois où dans 10 ans, dans 5 ans? Enfin voilà, c'est quoi le stade idéal de développement que tu aimerais faire prendre à toutes ces structures que tu pilotes autour du jeu? Bah déjà, je me rappelle très bien de ce qu'on avait dit quand j'étais en incubation, on avait fait ça dans 5 ans et j'ai dit dans 5 ans, moi je me verrais bien avec une équipe et à l'international. Je trouvais ça très drôle. Et bah là, j'ai pas j'ai juste stabilisé parce que en gros, là, je suis dans une phase ascendante, je le sais très bien. Je sais que ça va pas durer. Donc le but, ce sera vraiment de pouvoir stabiliser le plus possible, en tout cas, pour pouvoir au moins la partie recharge de jeu, typiquement, vraiment augmenter l'équipe, je pense, et pouvoir bien la renforcer. Et d'un point de vue développement, après, voilà, vraiment de stabiliser tout ça. Et pour l'instant, je ne vois pas forcément développer plus. Euh, parce que non, j'ai vraiment investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pendant ces années. Là, j'ai juste un peu, j'ai vraiment limite réduire un peu le volume horaire pour pouvoir un peu plus me concentrer, moi, à des choses aussi personnelles. Parce que là, malheureusement, avec les 5 ans qui sont passés, où j'ai vraiment été investi très fortement dans mes métiers, ben, j'ai un peu mis de côté après la vie perso. Donc, même si ça reste une passion, là, j'aimerais bien en plus avoir un bon équilibre entre toutes les facettes. C'est quoi le temps, quand tu parles de temps de travail énorme, là, c'est quoi Moi, la charge de je travail? suis à peu près à 80 heures par semaine, je pense. Ah oui, c'est beaucoup, beaucoup. Donc je dors vraiment très peu, parce que je travaille pas le week-end quasiment. Donc, je fais des journées, en gros, je commence à 7 et je finis à 1h du mat. Ouais. Bon, après, je prends des pauses pour m'occuper de ma fille. Hein, mais en gros, c'est voilà, comme là, je travaille la nuit avec l'étranger. Donc ça fait des très gros volumes à chaque fois et c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est souvent comme ça en même temps. Donc voilà, le but, c'est de réduire au maximum, quoi. Je crois qu'il y avait également Isabelle qui a une petite réaction et une petite question, si tu veux, à haute voix, Isabelle. Au moins poser peut-être ta question. Ah oui, je voulais poser comme question, donc est-ce que vous vous déplacez dans des structures justement comme des CESAD, des IME, pour justement leur faire découvrir ben, tous ces jeux de société? Et ma petite parenthèse, attention burn-out, Ah oui, bien sûr, mais là, je entrepreneur. suis très confiant. En tout cas, oui, hein, ça nous arrive de nous déplacer, oui, dans les IME ou dans les CESAD aussi. Ça nous arrive aussi à la demande, on se déplace aussi, on s'envoie avant qu'est-ce qu'on peut faire avec la population, qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu. Et oui, attention au burn-out, c'est ça, j'en ai bien conscience, c'est pour ça que justement, voilà, je sais où sont mes limites. Donc là, je le fais parce que ça me fait plaisir et que je sais très bien. Mais voilà, maintenant, donc, j'ai une fille qui a 3 ans. Depuis on dirait pas, mais j'ai réduit mes activités. J'ai pris des personnes qui le font à ma place sur certaines choses parce que justement, le but, c'est quand même consacrer du temps à l'essentiel. Et donc, c'est pour ça que j'ai quand même bien réduit. Donc, Merci. Beaucoup. Je sais pas, Fanny, si du coup, tu veux peut-être prendre la parole pour clôturer, à moins qu'on ait une toute dernière question. J'ai l'impression que c'est la fin. Sur le chat, je ne vois rien d'autre. Mais merci beaucoup. Ben, merci aux participants qui ont été bien intéressés et qui ont posé plein de questions.
Et merci à toi, Damien. Enfin, moi, j'ai Merci. noté plein de trucs de ton témoignage. Enfin, je vais les mettre dans des entendus à, des petites Hein. citations, des punchlines. Non, merci beaucoup pour la transparence aussi, de raconter, voilà, en fait, les hauts, les bas. Et c'est vraiment ce qu'on recherche aussi dans ces Bien sûr. conférences inspirantes. Ben, merci à vous en tout cas, merci à tout le monde d'être là, d'être venu pendant cette pause déjeuner.